Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de comment être un meilleur investisseur. Effectivement, il y a plein de choses qu'en tant qu'investisseur, on ne devrait pas faire. À savoir, essayer de talmer le marché, essayer de faire x3 sur nos investissements tous les ans. On sait qu'effectivement, il y a beaucoup d'attrape-nigo et beaucoup d'arnaques qui existent. Néanmoins, il y a quand même des pratiques qui nous permettent d'être de meilleurs investisseurs. Typiquement, une des pratiques les plus importantes, c'est d'être conscient et de vérifier les frais que l'on paye. Parce que les frais, que ce soit les frais de banque, mais aussi les frais des fonds que l'on achète, eh bien, sont le meilleur prédicteur de la performance de ces 10 fonds. Donc effectivement, si vous voulez être un meilleur investisseur, eh bien, c'est important de lire les fiches techniques des produits que vous achetez, notamment si vous achetez par exemple des fonds communs de placement ou alors des ETF, de lire effectivement ces fiches produits pour regarder quels sont les frais. Alors, petit point à ce sujet, si vous regardez ces fiches techniques, ne soyez pas effrayé par les frais que vous voyez au niveau du marché primaire. C'est-à-dire que très souvent, il y a des frais importants au niveau du marché primaire de 3-4% à l'achat, mais en fait, il faut bien comprendre que quand vous achetez des ETF sur n'importe quelle plateforme de bourse, vous êtes sur le marché secondaire. Et donc en fait, vous ne payez pas ces frais primaires. Les frais primaires, c'est quand vraiment l'émetteur crée de nouvelles parts et les vend sur le marché secondaire. Donc ça concerne surtout les institutionnels. Donc concrètement, ce qu'il faut regarder en tant que particulier, il s'agit effectivement notamment des frais de gestion, c'est-à-dire les frais de gestion année par année, parce qu'effectivement, même 0,1, 0,2, 0,3% de différence, multiplié par toutes les années et par les intérêts composés, eh bien ça représente des sommes extrêmement importantes. Donc ça, effectivement, c'est le premier point qui est important, mais ce n'est pas forcément le point sur lequel je voulais euh, venir aujourd'hui. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, en tant qu'investisseur, une des qualités principales pour tenir le choc sur la longueur, c'est d'être capable de faire preuve d'ignorance. Alors, d'ignorance, pas dans le sens de je ne connais pas ce dans quoi j'investis, mais dans le sens je suis capable d'ignorer des informations qui ne sont pas pertinentes aujourd'hui. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en finance, 99% des informations que vous allez recevoir, elles ne sont pas pertinentes. 99%, si ce n'est 100% des informations que vous allez voir, par exemple, je ne sais pas, au JT ou dans à peu près n'importe quel journal qui traite de manière régulière de la bourse, eh bien, c'est du bruit. Ce qu'on appelle le bruit, typiquement, c'est de l'information qui n'a pas vocation à être utilisée pour prendre des décisions. Alors avec ce bruit, vous avez deux solutions. La première solution, qui est la plus efficace, c'est de l'ignorer. C'est d'avoir conscience qu'effectivement, les gens sur BFM Business, à peu près tous les youtubeurs finance qui vous donnent des conseils sur quoi acheter, quoi pas acheter, moi y compris, eh bien ce sont des informations qui sont du bruit. Vous n'avez pas besoin de ces informations pour avoir un plan d'investissement stable, fiable et constant dans la durée. Et ces informations, elles sont non seulement inutiles, mais elles sont, et c'est ça le plus grave, potentiellement néfastes pour votre plan d'investissement. Parce que si tous les mois, quand vous entendez parler d'une nouvelle stratégie d'investissement, d'un nouveau fonds, vous vous dites ah mais ça c'est mieux qu'avant, donc je vais switcher ma stratégie d'investissement, bah, c'est la pire chose que vous pouviez faire. Parce qu'en fait, déjà plus vous faites de mouvements, plus vous payez de frais. Or, on l'a vu précédemment, les frais que vous allez payer, c'est vraiment la variable numéro un pour prédire votre performance. Plus vous allez payer de frais, moins vous allez être performant en moyenne, moins vous allez payer de frais, plus vous allez être performant. Parce que c'est un jeu à somme nulle concrètement. Et chaque fois que vous donnez de l'argent à une entité tierce, que ce soit votre banque, euh, que ce soit un fonds de gestion, eh ben c'est de l'argent moins pour vous. Et vu que de manière générale le marché est efficient, il n'y a aucune raison que la stratégie B soit plus efficace que la stratégie A. Il y a même pas mal de risques que la stratégie B que l'on vous vend aujourd'hui soit moins performante que la stratégie A parce que, eh bien, il y a une tendance générale à promouvoir les stratégies qui ont performé de manière efficace récemment. Ce qui est logique. On regarde récemment l'historique de telle crypto, telle action, etc. Et on se dit waouh, incroyable, ça a surperformé. On peut regarder LVMH aujourd'hui et se dire waouh, sur la dernière année, LVMH a juste éclaté tout le monde entier. Enfin, toutes les actions ont été mises à terre par LVMH. Et donc, on peut très facilement être tenté de se dire, mais LVMH, c'est vraiment la meilleure action du monde, quoi. Go acheter LVMH, sauf qu'à ce moment-là, vous achetez une action à son prix le plus haut de tous les temps, et au moment où elle est le plus surévaluée, tandis que toutes les autres actions ont tendance à être sous-évaluées.
Donc c'est pas seulement une stratégie qui est équivalente, c'est probablement une stratégie qui est très mauvaise. Donc de manière générale, garder sa stratégie, quelle qu'elle soit, que ce soit avoir du LVMH, ne pas en avoir ou avoir un pourcentage fixe, eh bien le plus important c'est de garder cette stratégie dans le temps, dans les hausses comme dans les baisses. Et donc pour ça, effectivement, le plus simple c'est d'ignorer. Sauf que là où c'est compliqué, pour ceux qui aiment bien ce domaine de la bourse et de la finance, c'est que même si vous savez que le contenu que vous consommez, eh bien, il s'agit de bruit, eh bien, vous allez sans doute continuer de le consommer. Pourquoi? Parce que c'est aussi en même temps un divertissement. Au même titre que le bruit peut être de la musique, finalement, pour se distraire. Et je comprends tout à fait ça. Je comprends qu'on puisse s'intéresser aux évolutions de prix, aux évolutions court terme finalement, et même plutôt moyen terme de la macroéconomie pour comprendre un petit peu comment les prix évoluent, et que c'est tout à fait intéressant. Néanmoins, il faut réussir vraiment dans sa tête à faire une distinction fondamentale entre le contenu que l'on consomme pour se divertir, même si pour des personnes qui ne sont pas vraiment attirées par le monde de la finance, ça n'a pas l'air de divertissement, mais je sais très bien que ça peut l'être et je sais que beaucoup de gens partagent cet avis, et le contenu que l'on consomme réellement pour avoir des informations. C'est-à-dire que quand vous vous renseignez de manière efficace sur une enveloppe d'investissement, bah, vous n'allez pas regarder une vidéo marrante. Vous allez sur le site du gouvernement et vous lisez bidule.gouv qui vous dit voilà, le PEA ça s'ouvre à telle date, ok, c'est quoi les dates, c'est quoi la fiscalité, et ça n'a rien de marrant. Et là pour le coup c'est vraiment de l'information, c'est de l'information fiable, c'est de l'information correcte, c'est de l'information qui ne vous distrait pas de vos objectifs et qui n'essaye pas de vous vendre ceci ou cela. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre les moments où vous allez accumuler de l'information pertinente pour faire vos choix d'investissement. Et donc là, il va falloir être extrêmement restrictif avec les sources que vous utilisez. Idéalement, il s'agit de prendre des sources typiquement qui sont neutres, donc des sources gouvernementales par exemple sur des enveloppes fiscales, ou des sources par exemple comme les documents d'investissement que vous avez sur les fonds communs de placement. Vous avez toujours cette fiche qui s'appelle le DICI, qui reprend exactement dans quoi le fonds investit, quelle est sa stratégie d'investissement, quels sont ses frais. Ça, c'est des documents qui ne sont pas du tout marrants à lire, mais ce sont des documents qui sont fiables et qui n'essayent pas de vous influencer à acheter ou à vendre ou à faire telle ou telle stratégie d'investissement. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous amuser à regarder des mecs qui font du trading jour par jour. Franchement, moi j'en regarde de temps en temps, c'est très drôle. Les mecs sont là, ils achètent, ils vendent, ils achètent, ils vendent. Bon, c'est comme regarder quelqu'un qui joue au casino. Mais il faut en avoir conscience. Et c'est là où c'est un petit peu dangereux, c'est que euh, si vous débutez dans ce monde-là et que vous n'êtes pas capable de faire cette distinction entre les moments où vous consommez de l'information qui est utile pour vos finances personnelles et le moment où vous consommez du divertissement qui a uniquement vocation à vous divertir, eh bien vous pouvez finalement avoir une confusion assez rapidement, et une confusion qui peut être dangereuse en termes d'arnaque financière et en termes de santé financière de votre plan d'investissement. Donc voilà, mon conseil c'est faites attention aux frais et surtout faites attention au contenu que vous consommez et soyez conscient du but recherché. Si vous vous amusez à regarder du contenu d'investissement, très probablement, ça ne veut pas nécessairement dire que le contenu en question est mauvais. Il y a des gens qui produisent du contenu qui est drôle et divertissant et informatif. Typiquement, il y a des youtubeurs américains, canadiens comme Ben Felix, qui fait des vidéos voilà, qui sont extrêmement bien montées, qui sont extrêmement carrées, qui sont extrêmement bien sourcées. Néanmoins, bien souvent, quand vous vous amusez à regarder du contenu finance, c'est rarement du contenu d'une qualité incroyable. Donc, vraiment, point de vigilance là-dessus, de manière à être stable et à ne pas se faire avoir finalement, et à avoir une stratégie qui est trop instable. Parce que le facteur de réussite, effectivement, c'est de réduire les frais, mais c'est aussi de manière générale vraiment la stabilité. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie en moyenne. C'est pas vrai, il y a des stratégies qui sont désastreuses, hein. Les stratégies de trading jour par jour, c'est des stratégies désastreuses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'entre une stratégie 100% ETF World, une stratégie 100% S&P 500, une stratégie avec 50-50, une stratégie avec 80 ETF World, 20% ETF émergent, ces stratégies-là, c'est des stratégies qui sont reconnues, qui sont efficaces, mais pour être efficaces, elles doivent être maintenues dans la durée. Il ne s'agit pas, dès que c'est compliqué ou dès qu'il y a un nouveau truc à la mode, de laisser cette stratégie sur le bas-côté pour aller investir dans le nouveau truc à la mode. Voilà.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.